Alors le code, tu veux Non, non, commencer vas-y, je t'en prie. Moi, c'est plus le décoder qui m'intéresse, en fait. Euh, le, le, le fait de se documenter, de lire des choses sur l'état du monde, de décoder, de décrypter, ça m'intéresse pas mal. Donc c'est plus par ce biais-là que le... Coder, ça me rappelle plus l'informatique et c'est moins mon truc. Ouais. Voilà, le fait de décoder, de décrypter, Bah, je suis entièrement m'a d'accord. interpellé. L'idée de déchiffrer, moi j'ai l'impression que la littérature, y compris la littérature jeunesse et la littérature de genre, m'ont aidé à déchiffrer le monde et m'ont permis d'être beaucoup moins angoissé à une époque où je l'étais terriblement. Donc le fait d'arriver à mettre du sens là où on n'en voit pas au départ, enfin, ça serait ça ma vision de déchiffrer les choses, ou de décoder. C'est ça qui me parlerait plus. L'idée, à l'inverse de coder, va dans l'idée d'un cryptage qui n'est pas trop la direction vers laquelle on se dirige. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec mon collègue Gwen de Bonneval, que je respecte au demeurant énormément. Attendez, je fais un petit moment de me pète. Et tu fais bien de me respecter. Oui, je sais, Gwen. Effectivement, un très gros tome. Par où commencer? C'est toi qui as commencé. Allez, je d'ailleurs. commence. C'est toi qui as commencé à avoir une idée. C'est ça. Donc l'historique de cette aventure, parce que c'est quand même quelque chose qui remonte à loin, c'était à peu près en 2003, si j'en crois les carnets de collage que j'ai retrouvés. J'avais commencé à initier un type de créativité qui consiste à mélanger des images de films avec des titres d'autres films, ou de documentaires, ou choses comme ça. Donc je découpe des magazines, je mélange ça au hasard, et je vois si ça donne quelque chose. C'est une technique que j'ai appelée à l'époque le film qui n'existe pas, que j'engage les jeunes auteurs, autrices à tenter, ça marche assez bien. Donc si on a par exemple une image de Terminator avec au-dessus un titre qui serait donnez-moi un titre de film à l'instant. La Grande Vadrouille. La Grande Vadrouille. Eh ben, qu'est-ce que ça serait le film qui s'appelle La Grande Vadrouille avec un robot Terminator et une mitrailleuse dessus? Ce film-là, est-ce que j'irai le voir au cinéma? Alors personnellement, oui. Et c'est là que je suis différent d'une partie du public. Mais en tant qu'auteur, c'est ça l'idée qu'on se pose. C'est est-ce que ça me ferait kiffer de voir ça? Et il y a une image qui était sortie, qui était ce que j'appelle une image séminale. C'est quelque chose qui va rester et qui va germer, qui va donner autre chose. Et c'était la poupe d'un boat people, donc quelque chose d'un peu rouillé avec des gens à bord qui était bon, c'était un peu chargé. Mais vu de la poupe, on aurait dit une tête de robot, à certains égards, qui serait sortie de l'eau. Et le titre devait être Les Géants du ciel. Et le mot géant m'a fait penser sans doute inconsciemment à un robot, donc voir le bateau comme une tête de robot, ce que j'aurais sans doute pas fait sinon. Et je me suis dit, ah oui, tiens, un robot qui serait comme ça squatté par des pauvres personnes, pourquoi pas dans une décharge, ou quelque chose comme ça serait un super début d'histoire. Donc là, j'avais quelque chose qui s'inscrivait dans une lignée, hein, soit en passant, le côté vieux robot, on trouve ça dans Miyazaki, mais cette fois-ci, c'était la taille qui était quand même importante. Donc Goldorak dans une décharge, pour le dire un peu vite. Et donc forcément, le récit qui va avec, c'est qu'est-ce qui fait que Goldorak se redresse et qu'on a une espèce de vieux tromblon comme ça, une enclume, qui va sans doute sauver la planète. Enfin, ça, c'était un peu les lignes de départ. Et puis c'est resté dans les cartons très longtemps, ça a failli se faire en partie avec Guarnido, et puis ça n'a pas pris, parce que la façon dont on voulait traiter le sujet n'était pas la même. Surtout en cours de route, j'ai eu envie de parler d'un équipage à bord de ce robot, et pas juste d'un pilote, parce que dans le genre robot géant, on a souvent cette espèce de cliché, mais bon, simplement parce que c'est toujours comme ça qu'on fait, un pilote à bord, qui est le chef. Bon. C'est le côté Goldorak. C'est le côté Goldorak, Actarus, qui, bon, dans Pacific Rim, ils en ont mis 2. Il y a un petit effort, Et nous, on s'est dit, oui, mais en fait, c'est vraiment comme un gros engin. Je dis déjà parce que je crois que peu de temps après, on en a discuté avec Gwen. Mais très vite, l'idée de l'équipage, moi, a commencé à s'installer et Juanjo Guarnido n'était pas intéressé par ça. Il voulait vraiment un pilote. C'est intéressant parce que c'est un petit détail, mais ça dit beaucoup de ce qu'on veut raconter comme récit. On en a ensuite rediscuté avec Gwen et Hervé Tanquerel. Je crois que tu as contacté Hervé d'abord, vous avez commencé à parler de projet. C'est ça. Et puis ensuite, il y a cette idée d'Atlas qui est revenue. Qui est revenu avec l'idée d'un projet un peu fleuve, donc ça a pris une autre... Parce que dans le cas de Juanjo, c'était un one-shot, genre par exemple 80 pages. Et là, on a eu envie de bosser avec Hervé, on voulait bosser depuis longtemps, il y a cette idée de robot géant qui est ressortie.
On en a parlé à l'époque, alors là-dessus, Gwen a une meilleure mémoire que On en a moi. parlé à l'époque, et puis on a aussi lancé en parallèle une revue numérique qui s'appelait Professeur Cyclope, C'est ça. et il se trouve que Hervé Tancrel en était le rédac-chef, et il pouvait pas se lancer dans un truc aussi énorme que ça. Non, c'est ça, C'était un peu compliqué. Ça tombait pas bien, mais il était intéressé quand Ouais. même par l'idée. Tout à fait, il avait fait des recherches de personnages qui étaient déjà présentes. On s'est dit qu'on allait faire d'une pierre deux coups et faire le dernier atlas dans la revue, qui était une revue mensuelle. Alors on a essayé plein de formules, notamment un chapitre, un dessinateur. On s'est dit pourquoi pas une équipe d'animation de dessin animé, Qui quoi. vient du dessin animé, Qui qui a vient du peut-être dessin animé, l'habitude parce du coup d'un qu'on rythme. voulait quelque chose de bimédia, qui Ouais. soit à la fois turbo-média, une lecture sur écran, et puis qui puisse aussi faire l'objet d'un album de bande dessinée. Et puis c'était hyper compliqué, et puis nous on avait une revue tous les mois à gérer, extrêmement complexe, et ça a patiné, on n'a pas trouvé la solution. On s'est bien planté. Et quand la revue s'est arrêtée, on a rediscuté ensemble, on s'est dit, le caractère design des personnages, d'Ismaël, tout ça était super, et ça venait d'Hervé. Oui, tout à fait. Et on s'est dit, tiens, pourquoi on lui proposerait pas? Et là, ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'à l'époque où ça s'est à nouveau cristallisé comme ça, il y a deux autres choses qui s'étaient ajoutées à l'idée première. Il y avait l'idée de parler de la guerre d'Algérie, qui s'est imposée. Moi, c'était une sorte de vieille obsession, parce que mon père a fait la guerre d'Algérie, je voulais l'évoquer, mais je ne trouvais pas le bon angle pour l'évoquer. Et le fait ici que ce soit une uchronie, et qu'il y ait un robot géant, me semblait être la bonne manière de faire un pas de côté qui me permettait d'aborder, sans aborder complètement frontalement, ce sujet de l'Algérie. Et d'autre part, il y a eu cette envie d'en faire du récit de genre assez classique, à savoir robot géant versus menace supposément alien. Et j'avais une idée de menace alien un peu originale. J'en ai parlé à Gwen, qui était d'accord a priori pour que ça s'emmanche ensemble, ce qui n'était pas gagné au début, donc ça m'a rassuré. Et pour expliquer un truc, c'est que le fait aussi que ça parle de la guerre d'Algérie faisait que c'était un projet très personnel à mes yeux, et que quand il s'est planté, ça a été vraiment très douloureux. Et à certains égards, j'étais presque prêt à en faire le deuil, en me disant, on a tenté, j'avais dû écrire 6 chapitres à l'époque, qui sont devenus des chapitres, et j'étais vraiment prêt à laisser tomber, tout en me disant, c'était un des plus gros projets que j'étais prêt à lancer, mais c'est trop douloureux. Et Gwen est un peu venue me chercher par la peau des fesses en disant, si on le fait pas maintenant, en sortant de Professeur Cyclope, on risque de jamais le faire. Ce qui était assez vrai, parce que je crois que je l'aurais laissé partir avec perte et profit, en disant, bon, c'est douloureux, ce vieux truc. Et donc il m'a dit, quand même, c'est dommage. Et je disais, oui, c'est dommage, parce qu'on a vachement avancé dessus, il y avait un super potentiel, mais alors si on le fait pas en turbo-média, ou imaginons on le fasse en BD, il y a quand même une question de fond, c'est qui va se taper 200 pages par an? Et ça nous paraissait quand même énorme, et en même temps, quand on en parlait, on se regardait, on disait, ça serait Hervé, ça serait super, il avait fait des caractères design de folie. À chaque fois, on se référait à lui quand il y avait des essais. C'est ça. Non mais, ce qu'a fait Hervé... Ce qu'a fait Hervé mieux. On était tellement pénibles. On parlait à Hervé. Ouais, je pense que les équipes qui ont bossé dessus nous ont détestés. Et Hervé, dans son coin, une fois la revue finie, il espérait un petit peu qu'on aille vers lui. Il s'avère que oui. Donc en fait, voilà, on a chacun pensé dans notre coin que ce serait bien qu'on reprenne le dernier Atlas. Là, on l'avait laissé avant Professeur Cyclope. C'est un peu quand Harry rencontre Sally, mais il faut rajouter un autre prénom. Encore à plusieurs. Rencontre Michel, qui rencontre Kevin. Voilà. Et donc en fait, il était tout content, mais de fait, il disait oui, vous avez raison de vous inquiéter pour ma santé, parce que 200 pages tout seul, j'y arriverai pas. Mais il avait commencé à y réfléchir, et l'idée de bosser avec Fred Blanchard était déjà venue. Voilà, il s'est dit, je vais pas y arriver tout seul. Les robots géants, c'est pas mon truc. Dans l'Uchronie, il y a des architectures à créer. Il y a tout un travail de conception, de design que je sais pas faire. Et du coup, il a dit, ok, j'y vais si Fred est d'accord. Voilà. Et Fred a été d'accord immédiatement. Il était très content qu'on vienne vers lui. Il était très content parce que ça allait dans des... En fait, ce qui était assez génial, moi ce que je trouve génial à posteriori de ça, y compris de l'échec au milieu, c'est de voir à quel point quand un projet est pas là où il doit être, et il part pas. Et quand à un moment donné, c'est le moment, d'un seul coup, tout s'aligne. Et là, il y avait une espèce de conjonction. Oui. Là, les pièces du puzzle... C'était super. Gwen et moi, on se connaît par cœur, donc le fait d'avancer sur une énorme pagination se fait très facilement, alors que moi, j'ai pas trop l'habitude de bosser à deux sur un scénario, soyons clairs, à part quand c'est l'illustrateur, le dessinateur avec qui je travaille, donc on collabore, mais c'est pas la même chose. Là, on est vraiment co-scénariste.
Hervé bosse avec Fred, et Hervé a trouvé un style qui est plus réaliste que ce qu'il fait d'habitude. Et il craignait d'ailleurs de ne pas y arriver. Il craignait, et le fait est qu'au tout début, les pages qu'on a présentées aux éditeurs étaient un peu différentes, et José-Louis Bocquet a été un de ceux qui a le plus vu ce que ça allait donner par la suite. Et Fred, lui, ça allait dans des directions qui l'intéressaient, à savoir un robot géant, certes, mais qui fasse penser à quelque chose de vrai. Et ce qui m'a frappé quand il a montré les premiers dessins des intérieurs du robot, je donne souvent le même exemple, mais c'est le cockpit, on voit qu'il y a une façon de se brêler avec ce qu'on appelle se brêler, c'est vraiment comme dans les hélicoptères ou comme ça, les vieux avions, on met des vieilles sangles en cuir, quoi. Je voyais le design de ça et je sentais des odeurs qui me rappelaient l'enfance d'endroits que mon père m'avait emmené voir sur des terrains d'atterrissage. Je me disais, ça sent le vécu, ça sent vraiment la vieille sueur et le cuir. Et donc, c'est quoi, c'est qui? C'est son oncle qui... Alors son oncle était réparateur d'hélico, je crois. Ouais, donc c'est voilà, lui-même il fait appel à ses propres souvenirs d'enfance. Exactement, il savait de quoi il parlait. Ouais. Et donc ça s'est bien emmanché. Et là, alors dans les dernières pièces du puzzle, il fallait trouver un éditeur. Donc José-Louis Bocquet s'est révélé le plus enthousiaste. José-Louis et moi, peut-être plus que les autres, on tenait énormément à la couleur. Il pouvait y avoir débat parce que les pages d'Hervé étaient très très belles en noir et blanc. Elles sont très très belles en noir et blanc. Moi, je reconnais que je tenais assez à l'idée d'un truc très populaire et qui, du coup, aille vers la couleur, mais ce qui n'était pas gagné d'avance. José-Louis, il tenait aussi pour des raisons commerciales, que ça touche un plus grand public. Et on a cherché la dernière pièce du puzzle, qui est Laurence Croix, qui habite pas très loin de Rennes, soit dit en passant. Et il s'avère que ces essais ont été convaincants, et je crois que maintenant on est tous d'accord pour se dire que la couleur est bien, et que la version noir et blanc est magnifique aussi. Ouais, j'aime autant les deux, alors que je partais avec des gros a priori, parce que j'aimais tellement le dessin d'Hervé. Oui, le fait de mettre de la couleur, le dessin est moins en avant, mais elle a apporté quelque chose d'autre dans la narration aussi, et dans les ambiances, qui fait que maintenant j'ai du mal à l'imaginer sans ces couleurs. En ayant une existence que en noir et blanc. Non, c'est vrai. C'est très bizarre. Et pour préciser peut-être aussi un dernier point dans la collaboration, peut-être qu'on entrera plus dans le détail de la coécriture, mais pour ce qui est du dessin, que Fred apporte le design, mais il apporte aussi un regard sur le storyboard, parce que sa façon de storyboarder, parce que quelqu'un qui a l'habitude de storyboarder, sa façon de faire est plus cinématographique, alors que celle d'Hervé est plus inspirée de la BD classique à la RG. Et le mélange des deux donne quelque chose qui, du coup, donne le ton et la saveur, je trouve, de... Voilà, sur les scènes d'action, voilà, il faisait pas forcément, il était pas habitué à ça. Alors que Fred, c'est un éditeur aussi, en fait, et il a travaillé sur plein de séries d'action aussi, et il connaît très bien le cinéma, comme tu le disais. Et voilà, maintenant, Hervé a peut-être un peu moins besoin de ce regard-là. Mais au tout début, ça a été hyper important, oui, et je pense même psychologiquement pour Hervé, il savait que ça allait être bordé. Quand on parlait d'équipage, bah voilà, on est chacun à notre place, à un endroit où on peut donner le meilleur de nous-mêmes, et c'est ça qui est chouette. Et c'était vraiment le contraire avant. Pendant des années, on a essayé d'imbriquer des pièces qui rentraient pas entre elles, et là, tout d'un coup, bah, on n'a pas à renoncer à des parts de nous importantes pour faire quelque chose qui ferait consensus. On arrive à être complètement nous-mêmes. Alors, pour Hervé, c'est différent parce que c'est un dessinateur qui est polymorphe. Il est capable de faire plein de styles différents selon les projets pour que ce soit le plus juste possible en regard du scénario. Et ça, c'est quelque chose qu'il n'avait pas encore exploré, mais maintenant, il est complètement à l'aise aussi avec ce style-là. C'est assez bluffant, d'ailleurs. Je pense qu'on s'inscrit dans cette lignée du robot géant d'une manière qui est très libre. Je veux dire par là, par exemple, je cite Goldorak parce que ça nous a marqué en tant qu'enfants des années 70, mais il n'y a aucune référence à Goldorak dans notre récit, à part le fait que ça nous a marqué à cette époque et que, par exemple, on fait référence du coup à des sortes d'albums Panini qui font aussi référence à cette espèce de nostalgie d'une époque. Donc on imagine qu'à l'époque des Atlas, les équipages étaient dans les albums Panini comme les équipes de foot de Saint-Étienne, des choses comme ça. Donc c'est plus des clins d'œil à une époque, mais ça va pas beaucoup plus loin que ça. En réalité, d'un point de vue graphique, on est beaucoup plus proche d'une autre lignée qui n'est pas du tout celle d'Evangélion, qu'au demeurant je peux adorer, hein, mais c'est pas on n'est pas dans les mechas. On est du côté du Roi et l'Oiseau pour remonter vraiment aux origines du robot géant, et qui sont des origines françaises. Non mais c'est drôle, là on a fait un clin d'œil dessus, parce que le fait est que le robot géant du Roi et l'Oiseau, il est fascinant. Au passage, je crois qu'il y a eu 2 versions du film, et moi j'ai dû voir la version récente, mais il y en a une qui, je crois, date des années 50, que Miyazaki avait vue, et Miyazaki est l'autre référence
avec entre autres des robots comme ceux de je pense, Laputa ou des choses comme ça, qui sont des robots un peu rouillés. Donc Fred n'est pas très méca, il est plus... Ah, pas du tout. Et il y a bien sûr le géant de fer, j'ai oublié la dernière grande référence. Pour le coup, qui est plus une référence que Fred va assumer davantage, sans dire que c'est la même chose, qu'il y a une vraie invention de la part de Fred, qui part de choses extrêmement concrètes, extrêmement réelles. Et puis, nous, on avait... il y a le fond et la forme, c'est-à-dire que, oui, il y a la fascination du robot, mais il y a aussi en quoi il est utile. Et par rapport à notre uchronie, le fait que la France soit reconstruite dans l'après-guerre, avec le côté un peu gaulien, le fait d'avoir un robot géant nous amusait beaucoup. C'est-à-dire qu'on va reconstruire la France avec cette image humaine finalement, mais énorme et à la fois très utilitaire et très pratique. On redonne à la France une dimension et on redonne son honneur aussi avec ce géant qui marche au nucléaire. Qui marche au nucléaire. Voilà, il y a aussi cet aspect. Il y a cet aspect pragmatique, mais aussi très psychologique on reconstruit notre identité en même temps, et on reconstruit la France à la fois sur le fond et sur la forme. Parce que oui, il y a un truc qui est très particulier dans ce projet et qui peut surprendre de prime abord, et une fois qu'on y a goûté, on se dit, mais oui, c'est super et c'est cohérent, mais de prime abord, ça peut faire peur, c'est ce mélange des genres. Il y a un robot géant, il y a la guerre d'Algérie, il y a un extraterrestre géant. Qu'est-ce qui fait qu'on s'est permis ce mélange de la carpe et du lapin sur le papier, mais que je trouve à la fin qui est cohérent, c'est qu'avec Gwen, à chaque fois, on se disait, est-ce qu'il y a des racines communes dans ces images qui font qu'il y a du sens? Typiquement, Gwen vient de le dire, un robot géant, alors je dirais même un robot géant dans une décharge, en Inde. Ça dit beaucoup de la France, parce qu'on a essayé d'envoyer le Clémenceau, l'énorme porte-avions Clémenceau, se faire désosser en Inde. Il s'est avéré que c'était dangereux pour la santé des ouvriers. Ah tiens, on s'en est rendu compte. Et si on externalise, c'est très grave. Voilà, on externalisait la pollution et l'amiante ailleurs. Donc on a essayé d'envoyer un sous-marin nucléaire là-bas, ça a été refusé. On aurait pu le faire avec un Atlas, un robot géant. Donc ça dit quelque chose d'une grandeur de la France passée. Ça dit quelque chose des 30 Glorieuses. Avec ses mauvais côtés. Les mauvais côtés des 30 Glorieuses, qu'on appelle glorieuses, et en réalité, on n'est pas du tout d'accord avec Gwen sur l'idée qu'elle soit très glorieuse. Sur le fait que ces atlas, dans notre uchronie, on leur donne des noms d'auteurs français. Donc, il y a le Victor Hugo, il y a le Georges Sand. Donc, il y a cette idée du rayonnement culturel de la France. Pareil, qu'on retrouve dans une décharge. Ça aussi, c'est assez parlant. Donc, ok, ça parle d'un côté de la France qu'on connaît et d'un robot géant, mais les racines sont les mêmes. Et c'est même beaucoup plus parlant de voir un robot dans une décharge que de commencer à faire un grand laïus sur les 30 Glorieuses. Pareil pour cette invasion extraterrestre, ou supposément extraterrestre. On pourrait dire, mais quel rapport? Il y en a un, on parle de colonisation. La colonisation de la France en Algérie. Et s'il n'y a pas plus invasion alien qu'une civilisation qui débarque chez une autre, j'en vois pas. Donc finalement, que ce soit la guerre des mondes ou que ce soit la colonisation française, on est dans l'idée d'une civilisation qui se croit supérieure et qui envahit l'autre pour son bien. Un peu pour le sien au passage. C'est une justification. C'est la justification en général, mais on a construit des routes et des hôpitaux. En général, des routes pour aller jusqu'au minerai, le progrès. Donc finalement, oui, c'est un peu étrange, et à la fois, ça nous permet tellement de symboliser de manière forte des messages de fond, qu'on s'est dit, et si on tentait le coup? Alors, il fallait après un éditeur assez fou pour nous suivre, et là-dessus, José Luc Bocquet a vraiment pris un risque éditorial. Parce que c'est quand même 200 pages, ça coûte cher, c'est pas aussi facile à vendre qu'une... Dont il a le secret, il est capable de... Il est capable, il a déjà fait ça avec Cyril Pedrosa sur Portugal, c'était un énorme pari qui a été réussi. Nous, pour l'instant, ça se passe très bien, je touche du bois, mais l'accueil est très très bon. Mais c'est vrai que ça rend le moment du pitch de l'album par un libraire toujours un peu croustillant. J'aime bien être là quand le libraire dit... Lisez-le, c'est bien. En général, voilà, il se contente de dire ça. Mais quand il s'agit d'expliquer l'histoire... Fais-moi confiance. Voilà, fais-moi confiance, c'est bien. Ça, c'est ce que va dire un libraire à qui on fait confiance. Si la personne ne connaît pas du tout ni le libraire, ni l'album, toi, on a tendance à dire ça commence comme un thriller. J'avais parfois du mal à le pitcher. Ben oui, parce que c'est très riche. Je suis très intéressé par les retours de journalistes, d'ailleurs. Ah, c'est pas mal comment il le fait. Ah oui, c'est ça. Pour voir garder les meilleures façons de le pitcher par des journalistes plus intelligents que nous. Exactement. Oui, on aurait tout intérêt à faire ça plus souvent. Plutôt que mariage de la carpe et du lapin, je suis d'accord. À pitcher. Oui, c'est vrai, c'est leur boulot. Je confirme qu'en tant que libraire, c'est pas facile de faire un pitch. Mais, oui, parce qu'en gros, nous, ce qu'on conseillait, c'était l'axe policier. Ouais. Ça commence comme du polar. D'ailleurs, c'est marrant, on est dans une sélection polar pour un prix. Ça commence, enfin, on espère. Je suis pas sûr qu'on y soit à 100%, mais on a nos chances d'être dans une sélection polar. Parce que ça commence comme une histoire d'un mafieux nantais
qui a un rêve d'enfant. On est dans la sélection d'ActuSF aussi. On est quand même aussi, on a eu, oui, d'ailleurs, je crois qu'on peut le dire, c'est officiel ou pas encore. On est dans la sélection d'ActuSF. ça spoil. Donc pour dire qu'effectivement, et nous en même temps, on voulait pas s'interdire cette richesse-là. Et c'est là que c'est important d'être à deux, vraiment, parce que tout seul, j'aurais jamais osé un truc pareil, en me disant, non mais ça part dans tous les sens. Quand Gwen me disait si, je crois que c'est possible, je me disais bon, ok, si lui qui a un œil qui est quand même très très acéré sur les choses me dit que ça peut passer, c'est que ça peut passer auprès d'un public. Après, je dis pas que tout le monde va aimer. Je t'ai bien bluffé. Tu m'as bien manipulé, ouais. Quand je vois maintenant que les gens disent mais c'est incompréhensible votre truc. T'étais là comme garde-fou. Ah, je vais refaire le moped. Je fais un peu Peggy là, je crois. Mince. Ou Kermit. Hein, ouais, Kermit. Oui, c'est vrai qu'on a parlé des grandes lignes, du récit principal, de l'ambiance, de la big picture et tout ça, mais c'était hyper important pour nous de faire des personnages et qu'on soit à hauteur humaine. Donc le fait d'être à deux nous permet à la fois de gérer le nombre de personnages et puis aussi toute la documentation. Voilà, je pense que c'est aussi ce qui t'intéressait dans notre collaboration, oui, c'est d'avoir de discuter de la psychologie des personnages, de savoir quel background ils ont. Et en fait, c'est aussi ce qui nous intéresse chez Hervé, qui est un grand dessinateur de personnages, qui est pour moi un des meilleurs dessinateurs de BD pour ça, vraiment très fort, qui parfois nous a un peu obligés même à approfondir certains rôles une fois qu'on voyait les personnages dessinés. On veut que ce soit crédible, et toute cette complexité qu'on a mise en place, on n'est pas là pour faire on n'est pas là pour faire une démonstration, on est là pour raconter une histoire, et on a envie de toucher les gens, même avec des personnages qui sont parfois pas si sympathiques que ça. Et il y avait plusieurs raisons à commencer avec alors déjà, parler du milieu. C'était intéressant parce que ça permettait de casser un peu une approche du genre, un cliché, qui est celui donc déjà du pilote unique, et d'autre part du pilote qui est souvent le gentil garçon de service qui veut sauver la planète. Et souvent les motivations sont floues, c'est du style il veut sauver la planète. On le voit même dans Pacific Rim ou d'autres, il y a un côté, il y a le héros, et on sent tout de suite que c'est le héros. Ici, de commencer avec un bad guy un peu était quand même assez intéressant, parce qu'on se retrouve avec un personnage qui est très ambigu. On est des fans des Sopranos avec Gwen, donc on avait un peu cette envie de personnages, ça aussi en tête, ouais. De personnages auxquels on s'intéresse malgré des travers qui les rendent parfois odieux. Ça, c'est les séries américaines à la HBO, entre autres, mais ont énormément apporté de ce côté-là. Donc il y avait un peu de ça. Si on repart du côté géopolitique, parler du milieu est aussi une très bonne manière de parler du monde, parce qu'en réalité, si on parle d'économie, il faut parler aussi d'économie cachée. C'est même comme ça qu'en général, on comprend mieux comment ça se passe. Donc ça nous permettait, l'air de rien, un des grands défis en fait de ce récit, et là vraiment il fallait être à deux pour le faire, c'était le choix des personnages pour pouvoir avoir une vision d'ensemble qui ne soit pas caricaturale, comme souvent dans les films de genre de robots géants, où le héros est omniprésent, omniscient, il est scientifique, il est pilote de chasse, il est président des États-Unis, il sait tout. Et alors ? Il est toujours, oui, mais à part Trump qui est capable de ça, loué soit-il. Et Poutine. Loué soit-il. La plupart des gens sont... Oui, c'est ça. Et c'est celle-là qui va tourner en boucle. C'est parfait avec Poutine. C'est hyper agaçant de se dire, tiens, le héros, il est là où il faut pour entendre que la planète ceci. Juste après, il se déplace, il a une autre information majeure. C'est toujours un peu chiant quand on a envie qu'un récit soit crédible. Donc on s'est dit, nous, on préférait que les personnages soient situés aux bons endroits. On en aura une vingtaine, il faut bien les mettre. C'est comme de l'acupuncture, on aime bien cette image. On les place à certains endroits. Par contre, c'est vrai qu'après, c'est galère, parce que pour telle et telle information, comment ils vont savoir ça ? Des fois, on utilise la presse, on utilise les médias, comme s'ils regardaient les choses à la télé, comme n'importe qui. Faut pas le faire trop, parce qu'il faut pas qu'à un moment donné, le héros soit hors aventure. Mais quand même, plein de fois, ils apprennent les choses par les news, comme tout le monde. Donc ça demandait un gros travail en amont. C'est encore le cas pour le tome 3. Où est-ce qu'on pose les personnages ? Savoir ce que chacun sait ou pas. C'est ça. Ouais. Et ça allait dans le sens, c'est un autre sujet qui était intéressant, outre le fait qu'on aime bien des personnages incarnés et vivants, et ça c'est vrai que ce soit toi ou Hervé, vous m'apportez énormément là-dessus, là où moi je suis plutôt au départ quelqu'un qui écrit par les concepts et les intrigues, et mes personnages se développent au fur et à mesure. Mais là c'était important de les faire vivre dès le début. Mais il y a un autre intérêt, c'était là encore de casser les clichés. C'est un gros truc qui était très important pour moi par rapport au genre. Et l'idée de se dire à un moment donné, tiens,
si vraiment un robot fonctionne au nucléaire, comment il va être construit? Et où est-ce qu'on met la pile? Et quel poids il fait? Comment ceci et comment cela? Ça faisait partie des choses qui m'intéressaient dans un film de genre qui est Le Robot Géant, là où d'habitude c'est très peu abordé. Et une des choses avec lesquelles on se régale, je pense, avec Gwen, c'est de se dire, ok, imaginons, un humo débarque, donc une sorte d'ovni, débarque sur Terre. Bah, au lieu de juste dire les États-Unis interviennent, et voilà le fond géopolitique, on va se poser des questions un peu plus fortes que ça, et de dire, bah, attends, il arrive là. Ah tiens, il y a les puits de pétrole de Messaoud et de ça, donc ça veut dire qu'il y a un impact sur ces puits, donc la production diminue, donc ça veut dire qu'il y a un problème majeur au niveau pétrole, et de commencer à voir les choses de manière complexe et géopolitique. Alors c'est hyper compliqué. Il faut pas se paumer là-dedans. On s'y paume parfois, mais à certains égards, les lecteurs, c'est une convention. Les lecteurs voient qu'on a fait un effort dans cette direction, et ça suffit. Et ils vont pas, en réalité, aller chercher une thèse de géopolitique sur le pétrole. Et souvent, on se redit ça. Est-ce que là, on déborde trop sur les recherches? Oui, voilà. Est-ce qu'on va trop loin dans la doc, quoi? Est-ce que, à un moment donné, il faut pas qu'on se ressente sur les personnages? Et puis, en même temps, parfois, les personnages, ils vivent telle situation, justement à cause de la situation géopolitique. Et voilà. Et donc, on change de point de vue très régulièrement pour essayer d'avoir le monde en 3D, quoi. En fait. De la macro, de la micro, constamment. Mais on le fait, là, on le fait à deux, mais on le fait comme un sculpteur le ferait en s'approchant d'un détail. Il sculpte, il prend 2-3 pas. Et en tournant autour. Ouais. On tourne autour, on regarde. Et par exemple, un des trucs que je t'ai pas encore évoqué et que je veux te vendre, là, une idée que je veux te vendre, c'est venu d'une discussion qu'on a eue sur un des pays évoqués dans notre histoire. Et à un moment donné, on a voulu pousser le curseur juste en pure théorie, en disant jusqu'où irait ce pays là où on l'a laissé dans le tome 2. Donc a priori, c'est pas là qu'a lieu l'intrigue majeure. Et à force d'en parler, ça nous a donné des idées. On a contacté des gens qui nous ont donné d'autres idées. Et du coup, je me suis dit, ah, mais on pourrait utiliser ça de telle manière que je vais tenter de vendre à Gwen notre prochaine réunion. Je veux pas lui mettre la pression en parlant devant une caméra et que ce soit inscrit pour toujours, mais c'est vraiment une super bonne idée. Je pense qu'elle va te plaire. Ah, mon vieux Gwen. Ah, mon vieux pote de toujours, tu vas pas me décevoir. Je commence à m'inquiéter. Ouais, tu peux, ouais. Alors, ça fait une demi-heure. Oh, c'est toujours trop court quand c'est bon. Je pense qu'on pourra couper là-dessus. Ah, misère, je suis tellement désolé, quoi. Ça prouve qu'on sait de quoi on parle. C'est donc c'est pas que des conneries, c'est histoire de colonisation. Non, mais on a lu le bouquin, on l'a fait par des gens, mais on l'a lu. Oui, c'est ça. C'est intéressant, ouais. Ouais, ce qu'ils en ont fait pareil. Non, ce qu'ils en ont fait est intéressant. Ouais, pas mal, pas mal. Les ghostwriters, comme on les appelle. Oui, on l'a délocalisé, c'est ça. Ça a été fait à New Delhi par des petites mains tout à fait sympas. Ils sont un peu lents, mais ils travaillent bien. Et puis 3 € la planche, c'est génial pour nous. Ah ben, écoute, et pour eux, c'est une fortune. Ouais, c'est une fortune. Et pour nous, c'est plutôt bon plan, quoi. Ça va. Non, mais si on peut rendre service en plus. Ça va passer où exactement cette Est-ce qu'on n'est pas en train de se tirer une balle dans le pied sur les réseaux sociaux? Je sais pas. Scandale aux Utopiales. Regardez que par des universitaires. Ah oui, c'est ça. Ça Bon, commence très bien. comme ça. Voilà, on peut se lâcher alors.